Conditions en magasin. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et voici venir Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Bruno Retailleau est donc candidat à la présidence des Républicains. Laurent Wauquiez le sera aussi. Pour l'instant, il est chargé de la rénovation du parti. Comment expliquer cet affrontement entre deux hommes que l'on croyait proches sur le fond? Précisément parce qu'ils sont proches sur le fond. Vous savez, les guerres des chefs en politique sont d'autant plus fortes, d'autant plus violentes, qu'elles ne reposent pas sur un clivage idéologique, car dans ces cas-là, il n'y a plus que la rivalité personnelle à l'état brut, et là, c'est le cas aujourd'hui. Alors, dans le cadre des Républicains, que s'est-il passé ? Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, qui étaient parmi les plus anti-macronistes à droite, ont décidé de concert que LR participerait au gouvernement. Très bien, mais un seul des deux est devenu ministre, et en quelques mois, il s'est imposé comme l'unique révélation du gouvernement, et ça produit une sorte de déclic dans ce qu'on pourrait appeler le peuple de droite, qui, habitué depuis plus de 10 ans aux échecs ou au reniement, a trouvé une figure qui lui redonne de la fierté, une figure saluée pour ses convictions et pour sa constance. Alors, la candidature de Retailleau à la tête du parti, elle résulte à la fois d'une envie personnelle, qui s'est affirmée sous l'effet des bons sondages, et puis d'une pression des élus et des sympathisants de droite, qui voient en lui une chance à ne pas laisser passer. Alors, on pensait que les deux hommes s'étaient mis d'accord, à toi le gouvernement, à moi le parti. En tout cas, c'est ce que prétend Laurent Wauquiez, mais c'est ce que dément Bruno Retailleau. En tout cas, il n'y avait rien d'écrit ni d'officiel. Non, la réalité, elle est prosaïque. Le ministre de l'Intérieur a tout simplement pris de vitesse le président du groupe à l'Assemblée. Pour être franc, personne ne l'avait vraiment anticipé, car on savait Wauquiez obsédé par le parti, mais on croyait que Retailleau ne s'intéressait qu'aux idées. On avait du premier l'image d'un tacticien agile, et du second celle d'un notable tranquille. On peut penser que l'erreur aussi qu'a faite le député de la Haute-Loire fut de ne pas entrer au gouvernement. Alors certes, lui aussi, il voulait Beauvau qui lui a été refusé, mais Barnier puis Bayrou lui ont proposé Bercy, et là, c'est lui qui a refusé. Or, on le vérifie aujourd'hui, c'est bien la présence au gouvernement qui fait exister. Et puis Wauquiez paye aussi de s'être brouillé avec beaucoup de monde à droite, ce qui permet à Retailleau d'engranger des soutiens, même inattendus, comme celui de Xavier Bertrand. Vous savez, pour comprendre cela, il y a un adage qui dit que l'important en politique, c'est moins le nombre des amis que l'on a, que le nombre d'ennemis que l'on n'a pas. Alors, est-ce à dire que le match est plié d'avance? Non, et loin de là, la compétition va être brutale. Vous avez aimé Fillon-Copé, vous allez adorer Wauquiez-Retailleau. Avec la Cocoé. Avec la Cocoé, bravo, vous en souvenez. Et l'ancien patron de la région Auvergne-Rhône-Alpes a du savoir-faire tactique. Et quant au ministre de l'Intérieur, il devra quand même résoudre quelques équations qui ne sont pas simples. Peut-on cumuler une mission gouvernementale et une fonction partisane ? D'autant que Beauvau n'est quand même pas le plus reposant des ministères. Pourra-t-il avoir une parole libre en étant tenu en même temps par la solidarité gouvernementale ? Et puis lui qui a une image d'homme de conviction, comment sera-t-il regardé dans l'opinion maintenant qu'il assume d'être aussi un homme d'ambition? Et vous posez la question, Guillaume Tabar, dont on retrouve l'éditorial en vidéo sur lefigaro.fr et sur la chaîne YouTube de Radio Classique. Et maintenant, l'invité de la matinale, 2 mois après sa prestation de serment sur la Bible et devant le drapeau américain, Donald Trump a annoncé hier qu'il avait eu Vladimir Poutine au téléphone pour évoquer la paix. Une paix qu'il voudrait rapide. Ces deux-là se connaissent mieux qu'on ne le pense, et qui sait s'ils s'apprécient. On va poser la question donc à l'invité de la matinale. Bonjour Régis Janté. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste et écrivain. Vous connaissez très bien l'Europe de l'Est et l'histoire de la Russie soviétique. Et qui plus est, vous vivez également en Géorgie depuis une 20aine d'années. Vous publiez Notre homme à Washington, l'histoire d'une vieille relation entre Donald Trump et les Russes qui commence à la fin du régime soviétique. Donc ça a plus de 40 ans cette affaire. D'abord l'actualité. Quand vous entendez hier Donald Trump annoncer qu'il a eu Vladimir Poutine au téléphone et que le dossier de la paix entre Ukraine et Russie avance, quand vous l'entendez dire que ça va se régler, il faut lire entre les lignes, que ça va se régler directement entre la Russie et les États-Unis, qu'est-ce que vous vous dites ? On se dit que c'était très attendu et que les 40 ans d'histoire
que j'ai étudié entre Trump et la Russie ne pouvaient conduire qu'à cela. Et les signaux de ces dernières semaines, ces derniers mois allaient tous dans ce sens. Ça va de blâmer Zelensky pour lui donner la responsabilité de la guerre, alors qu'on sait très bien qu'il a été élu précisément pour négocier. Il avait un mandat des électeurs ukrainiens, mais Trump dit le contraire. Lorsque le ministre de la Défense américain, hier, je crois, dit que de toute façon, il faudra faire un trait sur les concessions, Trump, qui est toujours très dur dans la négociation, tout d'un coup dit très bien, tu prendras les territoires que tu voudras. C'est ce qu'il dit à Poutine. Donc c'était très attendu et on a l'impression qu'il est parti pour faire une négociation tout à la faveur de la Russie. Cette attitude de Trump qui consiste à désirer une paix rapide, on va entrer dans le détail des relations avec la Russie, mais est-ce que vous voyez en Trump un pacifiste de conviction ? De conviction, je sais pas, mais effectivement, lorsqu'on regarde le premier mandat, parce qu'on ne sait pas ce que sera l'avenir, mais on sait ce qu'a été le passé, on voit que sur son premier mandat, c'est pas un belliciste. C'est un belliciste des mots, de la négociation à la dure au possible, mais pas dans la guerre. Et par exemple, dans son premier mandat, il devait, en mesure de rétorsion, frapper l'Iran, par exemple, et il était sur le point de le faire. Les avions militaires étaient sur le tarmac, prêts à partir, et puis un conseiller vient à la dernière seconde en lui disant « Monsieur le Président, nous avons les informations, sachez que si l'on frappe, il y aura 150 victimes ». Et sur le champ, il arrête l'opération. Donc de ce point de vue-là, pour le moment, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est pas prêt à employer les armes et qui veut se présenter en faiseur de paix et aussi en dictateur. Alors, quand on a lu et entendu Trump évoquer cette conversation téléphonique hier, on a eu le sentiment... Alors, ça n'était qu'une intuition, mais qu'en fait, ils auraient bien voulu se parler avant, mais que pour des raisons de décence et de tout ce qu'avait été la politique de Joe Biden auparavant, ils ont laissé passer 2 mois et demi, le temps de la passation de pouvoir, des prestations de serment, etc. Mais qu'en fait, il y a une relation ancienne, non seulement entre Poutine et Trump, mais entre Trump et la Russie. Oui, absolument. D'abord, entre Trump et la Russie, la relation de Poutine et de Trump, c'est la première fois qu'ils se rencontrent, c'est en 2017. Trump était allé plusieurs fois à Moscou, notamment pour vendre ses fameuses tours. C'est Trump Towers, et à chaque fois, Poutine avait refusé de le voir. En revanche, l'histoire de Trump et de la Russie est une très vieille histoire qui remonte au milieu des années 1970 même, et qui va se matérialiser. C'est là probablement qu'il est vraiment entré dans le radar des services de sécurité russes, soviétiques, pardon, à l'époque, en juillet 1987, où il fait son premier voyage à Moscou. En juillet 87 ? Juillet 87. Il fait son premier voyage pour aller revoir s'il ne pourrait pas construire une tour, et donc ça, c'était en juillet. Et en septembre, il achète pour $100,000, alors qu'il est un peu pingre. Mais là, il achète pour $100,000 une page dans le New York Times, le Washington Post et le Global Post. 3 grands journaux américains. Les plus grands journaux américains. Une lettre ouverte pour dire il faut arrêter de financer l'OTAN. Les membres de l'OTAN doivent se financer tout seuls. Trump, en fait, est très prévisible, contrairement à ce qu'on dit tout le temps. Attendez, je vous arrête là, parce qu'il faut quand même s'arrêter sur cet achat d'espace dans ces 3 journaux où Trump met un pied dans la stratégie et le sujet de la dénucléarisation. Il faut dire qu'on est dans les années 80. Oui. Reagan a lancé le thème de la guerre des étoiles. Trump est une star de l'immobilier. Et tout d'un coup... C'est ça. Il se met à prôner le désarmement. L'affaire du désarmement, c'est un tout petit peu avant, et je suis pas sûr qu'il soit complètement encore pleinement dans la main des Russes, mais c'est en 1984. Là, c'est sa stratégie à lui. Il veut monter à Washington, il veut jouer dans la cour des grands, parce que c'est ça son ambition. Il veut faire partie de la jet-set politico-médiatique, etc. Et sa stratégie, c'est de s'improviser, alors qu'effectivement, c'est un agent immobilier et plus, c'est tout. Négociateur en chef de l'équipe Reagan pour le désarmement nucléaire. Il publie une lettre, un article pour le faire dans un grand journal, bien sûr, Playboy, et un journaliste américain s'intéresse à lui, il lui donne rendez-vous dans un lieu pour parler de cette chose, un nightclub, bien sûr. Et là, il donne une interview et on a toute la vision du monde de Trump qui s'exprime. Il lui dit, les grands États, l'URSS et nous. Donc déjà, il va plaire aux soviétiques et à Moscou. Il va dire, nous, on garde notre armement, on s'entend pour pas se faire la guerre, mais on les garde. En revanche, les petits États comme le Pakistan, la France, etc., on leur mettra une pression folle s'il faut pour qu'ils désarment. Et là, vous voyez, avec l'Ukraine, aujourd'hui, cette vision du nucléaire en 1984, on a le même Trump. Il est beaucoup plus prévisible que ce qu'on dit partout.
Alors, vous racontez dans ce livre qui est absolument mais passionnant, comment petit à petit Trump a été approché par une diaspora russe où se mélangeait ce qu'on appelle à New York la mafia rouge, des juifs dissidents qui venaient de Russie, qui fuyaient à la fois le régime mais aussi des ennuis judiciaires, et puis des agents du KGB. Tout ça donne un cocktail dans lequel Trump a joué le rôle de l'olive. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, d'abord, en URSS, c'est toute l'histoire du goulag. Les mafieux sont pas juste des mafieux qui vivent en marge de l'État. Ils font partie de l'État. Ils sont intégrés aux structures de l'État. Et les mafieux un certain nombre de mafieux qui vont approcher Trump tout au long de sa carrière, qui vont le suivre, qui vont avoir une vraie relation avec lui, sont aussi des gens qui cultivent des relations à très haut niveau, au plus haut niveau, dans les services de sécurité russes. Et donc, il va être courtisé de cette façon, chacun jouant aussi ses cartes. Les mafieux, ils ont besoin de blanchir de l'argent. Ils vont le faire dans les casinos de Monsieur Trump, par exemple. Ou bien ils vont acheter de l'immobilier. L'un d'eux a acheté 5 grands appartements dans sa Trump Tower de Manhattan, près de Central Park, par exemple. Ou bien le plus grand mafieux bandit avec les tatouages, etc., qui s'appelait Yaponchik, le petit japonais. Le FBI ne mettait pas la main sur lui pendant des mois et des mois. On l'a trouvé où ? Louant un appartement dans la Trump Tower. Ça ne veut pas dire qu'il avait une relation d'amitié avec Trump, etc. Mais on voit que ces gens étaient proches de lui, que lorsqu'il avait des problèmes financiers, il en a eu beaucoup, il a fait autour de 7 faillites, l'argent russe de ces mafieux qui avaient débarqué, vous savez, sur Brighton Beach à New York, eh bien, arrivait. On a un oligarque aussi ou un milliardaire russe qui, en 2008, rachète sa villa de Floride pour 95 millions de dollars. 4 ans plus tôt, Trump l'avait acheté pour 41 millions. Il n'y a pas eu de travaux et le marché de l'immobilier n'avait pas évolué. Pourquoi ce cadeau de 50 milliards ? Alors, en 2008. 2008. Voilà. Alors, il y a d'autres éléments. Le tropisme de Trump pour ces jolies femmes qui viennent de l'Est, avec 2 mariages. Il y a évidemment un tropisme personnel. Il aime la Russie, il a tout à fait le droit. Qui a approché le premier l'un et les autres ? Est-ce que ce sont les services russes qui ont vu en Trump une étoile montante de la politique, ou est-ce que c'est Trump qui a vu dans la Russie quelque chose qui servirait son ambition politique ? Ce sont les services russes d'abord. Parce qu'il est marié avec une citoyenne tchécoslovaque, la Tchécoslovaquie socialiste, qui est vraiment une dictature. Ivana, dictature dont la sécurité, la STB, est une antenne en fait du KGB. Et là, on a des informations, c'est pas des spéculations. On a d'anciens agents de la STB tchécoslovaque qui ont parlé, qui ont raconté comment le dossier a été constitué, et à travers sa femme et le père de sa femme qui était obligé de rapporter à ses services. Donc il rentre dans le radar. Il était aussi renté par New York. Il y a des relations avec un certain nombre de personnes qui sont suspectes et qui sont certainement des gens justement et mafieux et proches des services, quoi. Alors, il y a un épisode tout à fait particulier où Trump prend position contre la CIA, expliquant qu'il fait davantage confiance à Poutine qu'au responsable de la CIA dans son pays. C'est à Helsinki. Vous allez me rappeler la date parce que je ne l'ai plus en tête. 2018. C'est un épisode incandescent de ce discours de Trump qui véritablement est fasciné par la Russie. C'est ça. Fasciné par la puissance, par la force, au point effectivement même qu'une des conseillères de Trump de ce premier mandat, donc c'est Helsinki, c'est 2018, sa conseillère pour les affaires russes a écrit un livre ensuite et elle montre dans le détail et dans l'intimité, si j'ose dire, du bureau ovale, eh bien combien la vision du monde de Trump, sa manière de gouverner a été complètement façonnée par Poutine. Il s'en est inspiré. Et effectivement, cette rencontre d'Helsinki, il y avait tous les soupçons, vous savez, c'est plus des soupçons, ils ont été prouvés, de collusion, et comment les Russes ont aidé Trump dans sa campagne, ou en tout cas ont voulu lutter contre Clinton, qu'il détestait, parce que c'était les démocrates, ils voulaient un républicain, comme toujours, si j'ose dire. Et là, ils vont vraiment le soutenir, et on a plein de preuves. On a même des gens qui ont été condamnés, plusieurs, parce que, pareil, des gens qui étaient très proches des services russes, etc. Et là, ce jour-là, eh bien, Poutine lui dit non, nous, on n'a rien fait. Et Trump dit, voyez, Monsieur Poutine a dit qu'il a rien fait, donc c'est qu'il
a rien fait et il désavoue. Et même son entourage, à ce moment-là, un certain nombre de personnes se sont dit, mais il y a vraiment quelque chose entre lui et les Russes. Au moment de la première candidature de Trump à la présidence de la République, on a avancé l'idée que les Russes avaient des éléments compromettants sur Donald Trump, sachant que Donald Trump se compromettait lui-même par tout un tas d'autres déclarations sur les femmes, sur ses intérêts, etc., etc. Il n'avait pas besoin de ça en plus. Mais est-ce qu'il y a des éléments qui permettent aux Russes entre guillemets, de faire chanter Trump? Le chantage que vous évoquez en creux, c'est d'ordre sexuel, disons. Ça, c'est faux. Ça, on est sûr que c'est faux. En revanche, on sait que ce sont les services russes qui ont planté ça dans une enquête privée qui se faisait, qui avait été diligentée par le camp adverse, par les démocrates. Et comme ils savaient que l'enquête allait sortir et qu'elle allait révéler toute cette collusion, eh bien, on a essayé de la salir avec cette histoire. Là, si il est compromis par quelque chose, c'est par l'argent et cette longue relation, il a été cultivé pendant 40 ans par les services russes. Régis Jantet, je peux pas vous laisser partir sans objecter deux choses. La première, c'est que le maître à penser de Donald Trump, c'est l'avocat Roy Cohn, avocat américain, qui a été un des inspirateurs de la politique McCarthyiste absolument anti-soviétique et anti-russe dans les années 60 aux États-Unis. Et puis, deuxième objection, c'est que les Américains ont porté Trump au pouvoir, ce ne sont pas les Russes. Ce que je raconte dans mon livre, effectivement, il faut pas exagérer cette importance. Après, il y a toujours un jeu de dupes et de bluff dans ces cas-là, mais bien sûr qu'il a été élu. Les Russes ont aidé de manière très précise, en sachant, par exemple, dans quels États particuliers il fallait faire travailler l'information par les réseaux sociaux pour éventuellement l'aider, mais sans les Russes, il aurait été élu, effectivement. Quant à Roy Cohn, c'est son mentor sur la stratégie, sur la manière de faire, toujours se battre, ne jamais rien lâcher. C'est l'affaire du Capitole, par exemple. La morale de tout ça, quand même, c'est que les Russes ont le nez creux en matière de prodiges politiques. Régis Jantet, merci à vous. Merci. Je recommande absolument votre livre aux auditeurs de Radio Classique. Je ne dirais pas qu'il se lit comme un roman d'espionnage, car ça n'est pas un roman, c'est une enquête formidable. Le sujet est tellement sensible qu'il est impossible de le lâcher. Notre homme à Washington, ça vient de paraître chez Grasset. Merci, Régis. À suivre, le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et notre esprit libre du jour. Franz-Olivier Gisbert, Radio Classique.